autre chose. L'artiste ne peut pas passer à autre chose. Il se sent qu'il a une vocation. Ce serait quand même dommage qu'il y ait autant de sons, de couleurs et personne pour les représenter. C'est un peu triste quand même. L'être humain n'est-il pas capable de faire un peu plus qu'un nid comme un animal? Est-ce que l'être humain ne peut pas créer quelque chose, un tableau, une mélodie? En fait, l'artiste se sent responsable de créer quelque chose. Et un artiste aussi se sent responsable d'apprécier. Par exemple, les grands critiques sont inquiets d'aller au-delà de « c'était beau ». Un journaliste, un grand critique d'art, il va à l'opéra et ensuite, il ne peut pas aller dormir. Il va écrire un grand article là-dessus. Parce que pour lui, c'est la moindre des choses. Des artistes se sont produits, ont fait une grande œuvre, et il n'y aurait rien à dire sinon « ouais, c'était beau ». Il faut qu'il exprime pourquoi ça... Non, c'est vrai, c'est important. Les artistes se sentent responsables. Il y a quelque chose à dire, quelque chose à créer. La société est médiocre si on ne fait pas quelque chose. Mais je dirais que finalement, la plus grande œuvre, c'est que nous-mêmes, nous réalisions des valeurs dans notre vie, en particulier pour Dieu. La plus belle œuvre d'art, c'est nous-mêmes, c'est la vie que nous menons. Et certains grands artistes, en plus d'avoir du génie, ont eu des vies magnifiques, ont été des grands héros. Par exemple, Victor Hugo est un personnage historique connu, il a joué un rôle politique en France. Il est au Panthéon parce que non seulement c'est un très grand écrivain, mais c'est un grand peintre aussi. Et c'est quelqu'un qui était en grande partie la conscience de son temps. Il avait vraiment quelque chose d'un apôtre pour la société française. Aujourd'hui encore, certains de ses textes sont prophétiques. Il a prophétisé dans certains textes des choses que l'Union européenne a réalisées. Il avait un don de vision de l'avenir, un rôle de prophète, d'homme politique. Ici, on voit un peu le thème de la ressemblance. Savez-vous qui a composé ça? En fait, ce sont des tableaux de Cézanne. Alors, c'est où la montagne Sainte-Victoire? Est-ce que vous savez où c'est? Le sud. Ouais. C'est une montagne assez haute, près d'Aix-en-Provence. Alors déjà, c'est un paysage magnifique. Je n'ai pas de photo de la montagne, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Et Cézanne s'est quasiment approprié cette montagne. Savez-vous combien de fois il l'a peinte? Plus de 100 fois. C'est-à-dire que Cézanne, en fait, sentait qu'il était vraiment le poète de cette montagne. Il s'est dit, mais c'est incroyable que personne n'ait jamais représenté un tel monument. C'est tellement extraordinaire, quoi. Et voyez comment il a représenté les premiers tableaux, ceux du haut, on voit une certaine ressemblance. Et regardez, là, ici, en bas, c'est presque cubique. On sent le thème, la silhouette, mais il a transformé tout ça. Mais à chaque fois, c'est le même thème qui est développé. Ce sont des variations sur la montagne Sainte-Victoire. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a de différent dans chaque tableau? Alors, il y a quelque chose d'objectif, il y a les couleurs, il y a les saisons, mais finalement, ça... La forme de la montagne. La forme aussi, il a interprété. Mais d'après vous, pourquoi finalement... Le thème est le même, mais pourquoi est-ce que c'est différent? Ça reflète quoi? Parce qu'il vieillit. Pardon? Parce qu'il vieillit. Oui, il y a de ça. Mais en fait, Cézanne a projeté son âme d'artiste sur cette montagne. Pour lui, ce n'est pas simplement la montagne qui est belle. Ce qui est magnifique, c'est la relation entre l'artiste et l'œuvre. En fait, cette montagne est comme inspirée par l'artiste. Elle en redemande. Une fois qu'elle a été peinte, la montagne demande à l'artiste « Tu ne voudrais pas me refaire encore une fois ?» Et Marcel Proust a écrit un texte là-dessus. Dans un premier jet, il dit que sa calèche tournait autour de la cathédrale de Chartres. C'est la première version. Plus tard, il dit non. La cathédrale de Chartres tournait autour de ma calèche. Ça, c'est extraordinaire. C'est que l'artiste, en fait, devient le centre du monde. Et c'est comme un kaléidoscope. C'est le monde qui tourne autour de lui. Alors voici justement Ici, Cézanne dit « Un paysage est un état d'âme, une sensation. Mettez 3 paysagistes devant le même site, chacun l'interprétera suivant son tempérament, et cependant, c'est bien le même site. »
Ce n'est pas seulement chez les êtres animés que le paysagiste voit le reflet de l'âme universelle. C'est dans les arbres, les buissons, les plaines, les collines. Ce qui pour les autres hommes n'est que du bois et de la terre apparaît au grand paysagiste comme le visage d'un être immense. Corot voyait de la bonté éparse sur la cime des arbres, sur l'herbe des prairies et sur le miroir des lacs. Un artiste, en fait, pense que tout est un reflet. Le monde est une forêt de symboles. C'est un monde qui a beaucoup de choses à dire. Mais y a-t-il quelqu'un pour dire ces choses? L'art vient de cette inquiétude. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on crée dans la joie, mais le premier sentiment est un léger sentiment d'angoisse. Et si jamais je n'arrivais pas, aujourd'hui, à représenter cette beauté, si jamais, par malheur, j'étais stérile, rien à dire. C'est le drame de la page blanche pour l'écrivain. Il a une page blanche, il n'a plus rien à dire. Sibelius, pendant des années, ne pouvait plus rien composer. Il a une période où il faisait des tas de symphonies, ça lui venait facilement. Et un beau jour, il ne pouvait plus du tout créer. Il était stérile. Rodin disait, le sculpteur ne fait-il pas acte d'adoration encore quand il aperçoit le caractère grandiose des formes qu'il étudie, quand, du milieu des lignes passagères, il sait dégager le type éternel de chaque être. Alors finalement, arrivons à ce thème de la ressemblance et l'harmonie du sujet et de l'objet. Une œuvre d'art au milieu, là, c'est un médiateur entre l'artiste qui l'a créé et le public qui va l'apprécier. Les œuvres d'art sont médiumniques. J'avais parlé de l'opéra. C'est une forme d'art qui met vraiment les gens en transe. Spécialement à Bayreuth, là où on joue les opéras de Wagner, le public va là-bas comme à des pèlerinages religieux. Les gens ils mettent leurs plus beaux habits, ils mettent des dizaines de milliers d'euros s'il le faut. Le public est tellement bien habillé, le décor à Bayreuth est extraordinaire. Et les gens veulent que ce soit des moments historiques. À chaque fois, ça doit être grandiose. Tout le génie de Wagner doit être dans les... On ne peut pas jouer Wagner finalement aussi bien qu'à Bayreuth. Il n'y a aucun autre endroit au monde où sa musique n'est aussi belle que dans ce cadre naturel. Ce n'est pas une salle de théâtre, c'est près d'un lac. Et là, il y a toute une atmosphère, il y a un monde spirituel qui amène des milliers de gens chaque année à se retrouver pour ce type d'émotion. Et donc tout ça jaillit d'un créateur qui a mis tout son cœur dans une œuvre et l'art crée des moments fabuleux où parfois jusqu'à des dizaines de milliers de personnes communient autour d'une œuvre d'art. Un opéra, ça dure 2 ou 3 heures, mais après les gens restent sur place. Souvent à Bayreuth, les gens passent une semaine entière, ils voient tout le répertoire de Wagner, et pour eux c'est comme un rituel religieux. Et en fait, si vous regardez bien, c'est à ça qu'on reconnaît une grande civilisation. Finalement, ce sont des sommets qui sont plus importants que les sommets économiques ou politiques. Ce sont je dirais, des réunions secrètes où le monde occidental revoit son répertoire, sa culture, et continue de croire en ses valeurs. Mais je dirais que c'est la même chose dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Alors maintenant, interrogeons-nous sur la beauté. Tout à l'heure, j'ai parlé du cœur, l'élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Le cœur est insatiable et il dirige les fonctions de l'intellect, de l'émotion et de la volonté vers des valeurs. L'intellect a un appétit de vérité, qui est l'origine de la science. La volonté a un appétit de bonté, qui est l'origine de l'éthique, du droit, de la politique. Et la beauté a soif, l'émotion a soif de beauté, c'est l'origine de l'art et de la culture. Alors c'est vrai que l'art, c'est l'activité humaine où la beauté est vraiment à l'honneur. Le danger, c'est d'arriver à l'art pour l'art, c'est-à-dire un art qui soit, on appelle ça parfois l'art décadent, c'est-à-dire ce sont des artistes qui sont dans leur tour d'ivoire, qui créent des belles choses, mais qui n'ont plus de message philosophique ou moral. C'est simplement, bon, c'est beau, quoi. C'est pour les musées. Et finalement, ce n'est plus une beauté qui est liée, je dirais, à la vérité et à la volonté.
Mais c'est très important que dans l'art, la beauté soit dominante. Donc on peut dire que l'art, c'est l'activité émotionnelle de créer et d'apprécier la beauté. Une autre façon de le définir, c'est l'activité de chercher la joie en créant et en appréciant la beauté. Alors, la société idéale, ce serait une société basée sur des valeurs absolues. C'est une société où la pensée atteint un haut niveau, où la créativité intellectuelle est maximum. Il y a beaucoup de pensées nouvelles qui apparaissent, une véritable effervescence intellectuelle, beaucoup de créations artistiques et aussi une dimension éthique solide. Alors, de nos jours, il est souvent affirmé que les États-Unis sont la première puissance au monde, y compris sur le plan culturel. Tout le monde n'accepte pas ce leadership, mais il est réel. C'est actuellement la société qui est la plus productrice sur le plan intellectuel. C'est là où les débats d'idées sont les plus développés, que l'on soit d'accord ou non avec les thèses. C'est aussi là qu'il y a le plus de créativité artistique. Et c'est aussi, qu'on l'accepte ou pas, une société qui a encore une solide éthique. Et c'est aussi parce que c'est actuellement le pays qui a le plus de moyens, bien sûr, pour créer. Jadis, c'est l'Europe qui a eu ses pouvoirs. Il y a eu un moment où la France faisait entendre sa voix dans le monde entier, ses philosophes, ses artistes, ses théologiens étaient cités. Nous avons eu cette heure de gloire. Maintenant, nous ne tenons plus la route, en fait. On reste une petite puissance culturelle. Mais c'est le cas généralement en Europe. Ça pourrait revenir. Mais actuellement, on ne voit pas cet élan. Beaucoup d'Européens se délectent un petit peu dans le nihilisme, une sorte de truc postmoderne, n'ont pas vraiment envie de montrer des valeurs absolues, donc ont perdu ce goût en fait. Par contre, on voit que la société asiatique a de plus en plus confiance en elle. On voit énormément d'artistes en Asie qui osent vraiment créer de belles choses. Alors, il y a un philosophe qui s'est vraiment intéressé de très près à ces trois questions, c'est Kant. Kant était un personnage très sincère, très profond, et il s'est intéressé à trois grandes questions. Que puis-je comprendre? Il s'est demandé jusqu'où l'intellect de l'être humain pouvait aller. Il était passionné de savoir ce que l'on peut connaître. Avec la même sincérité, il s'est posé la question, que dois-je faire? Que dois-je faire de bon? Et avec la même passion, et peut-être plus encore, Kant, à la fin de sa vie, a écrit la critique du jugement, qui pour moi est son chef-d'œuvre. C'est une réflexion sur l'art. En fait, Kant a montré combien il avait une très grande sensibilité aux œuvres d'art. Parfois, on pense que c'est un moraliste, quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux sciences. Or, les remarques de Kant sur l'art sont extrêmement profondes. Ses méditations sur la beauté sont très, très, très intéressantes. Et c'est un philosophe qui s'est intéressé à ces trois grandes valeurs. Alors, toujours sur la signification de l'art, Herbert Reed, qui était un critique d'art anglais, disait « Tous les artistes ont la même intention, le désir de plaire. Et l'art se définit tout simplement comme un effort pour créer des formes plaisantes. » Ici, on peut se demander quelle est la différence entre l'utile, l'agréable et le plaisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, d'après vous, quelle est la différence entre la nouvelle cuisine et la cuisine traditionnelle? Vous avez étudié un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle cuisine, en fait? Ce qu'on appelle la nouvelle cuisine. Vous connaissez un peu? Quand vous allez dans les restaurants maintenant, enfin les bons restaurants, comment sont les plats? Très succinct. Très succinct. Ils sont succincts, ouais, ils sont sobres. Et souvent, vous remarquez quoi? D'ailleurs, quand vous regardez les émissions de cuisine à la télévision, qu'est-ce qui vous frappe? C'est très beau. Ouais. Ouais. Et justement, ça nous fait réfléchir. Parce que la nouvelle cuisine, c'est un peu prendre le contre-pied. Vous allez au restaurant, c'est pourquoi? C'est pour bien manger. On vous dit non. D'abord, regardez avant. Oui. Et en fait, dans les années 70, beaucoup de grands chefs ont élevé la cuisine au rang des beaux-arts, en disant qu'il ne suffit pas de se remplir la panse,
et d'avoir une cuisine saine, il faut que ce soit vraiment beau. Donc certaines assiettes sont de véritables œuvres d'art.